Merci de m'avoir invité pour parler de ce qui est mon métier, hein, puisque je suis psychiatre addictologue en pédopsychiatrie à Robert Debré. Et ça fait plus de 10 ans que je travaille sur l'addiction aux jeux vidéo en priorité, mais aussi avec toute cette réflexion sur l'émergence des écrans. Et je voudrais vous parler aujourd'hui justement de cette place que les écrans prennent. Je démarre pour faire moins de 20 minutes, voilà. Prennent dans notre environnement et de l'environnement de nos enfants. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça nos enfants, nos ados, les écrans évidemment, et nous, parce que nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, nous sommes un peu la digue qui protège les écrans, et puis ça nous permet aussi de nous interroger sur notre rapport aux écrans. Alors quelques mots d'introduction, on est vraiment sur une révolution majeure de notre société, qui pour moi est équivalente à la révolution de Gutenberg de l'imprimerie. Et ce qu'on sait, c'est que les révolutions majeures technologiques ont des impacts sociétaux majeurs. C'est-à-dire que l'imprimerie, ce n'est pas juste des livres, c'est aussi la diffusion des idées. On sait que, par exemple, les idées du protestantisme ont pu se diffuser grâce à l'imprimerie. Et aujourd'hui, un monde hyper connecté et l'arrivée massive des écrans, eh bien, ça change. C'est pas juste partager des images, ça change aussi notre rapport au temps, notre rapport à la communication, notre rapport au savoir. Qu'est-ce que c'est que faire un devoir quand on prend tout sur Wikipédia? Qu'est-ce que ça questionne sur nos enfants, de leur rapport au savoir, à la mémoire et à la communication? Je vais aller très rapidement sur l'addiction parce que c'est ma spécialité, mais c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Mais on entend souvent des questions: est-ce que mon enfant est addict aux écrans? Pour un clinicien, l'addiction, c'est l'impact. C'est pas le nombre d'heures passées. L'addiction, c'est le fait d'avoir un comportement qui a un impact négatif sur le fonctionnement de l'enfant et de son environnement et qui ne peut être diminué ou qui est difficilement diminué. Et dans ce cas-là, on voit qu'en fait, on a très souvent des situations d'addiction aux écrans, sachant que la seule addiction qui est considérée aujourd'hui, l'addiction comportementale aux écrans, c'est l'addiction aux jeux vidéo, dans la classification internationale des maladies, la CIM 11 qui vient de sortir. Mais en fait, on peut la généraliser à tous les écrans et on verra qu'en fait, tous les écrans tendent à se réunir en un seul mode d'utilisation, notamment à travers le smartphone. Et puis, il y a une prise en compte de plus en plus importante par les pouvoirs publics. Ça, je trouve ça plutôt positif. On était un peu seuls en tant qu'initiens à se battre là-dessus et les pouvoirs publics tendent à se rendre compte qu'effectivement, c'est un problème et commencent même à rétro-pédaler sur certaines propositions qui étaient faites, par exemple, du tout numérique à l'école. On se rend compte que donner des portables et des tablettes à tous les élèves n'était pas forcément une super idée en termes attentionnels, mais on pourra en reparler dans les discussions. Il y a une pénétration de plus en plus rapide des écrans. Il a fallu 20 ans pour que l'Internet arrive partout. Il en a fallu 7 pour que les smartphones et les tablettes soient effectivement dans tous les environnements. Donc on voit qu'il y a une accélération de l'arrivée des écrans dans les familles. Il y a une utilisation de plus en plus jeune. Je n'ai pas de pointeur laser, mais vous voyez qu'entre 7 et 12 ans, ils sont déjà 70% à avoir leur propre console de jeu. C'est les écrans personnels en France. Et ça, c'est une étude de 2017, donc c'est déjà encore plus maintenant. Et pour les 13-19 ans, plus de 80%, et c'est encore plus maintenant, à avoir leur smartphone. Un temps passé par jour devant les écrans qui continue à augmenter, qui est déjà entre 6 et 10 ans à 3 heures, même plus maintenant, puisque c'est une étude de 2017. Et quand on voit les 15-17 ans à 5 heures par jour, ça nous interroge aussi, nous, en tant qu'adultes, combien de temps nous passons devant les écrans. Je vous laisse regarder sur vos téléphones, vos petits compteurs d'activité, mais en général, on est entre 3 et 4 heures sur nos téléphones portables, nous-mêmes en tant qu'adultes. Et une augmentation du temps passé sur Internet. Et ce qui est intéressant, et ça c'est une étude assez récente qui est sortie l'année dernière, c'est que les parents sont souvent peu au fait de l'utilisation des supports numériques par leurs enfants. Donc c'est une étude qui a demandé aux parents et aux enfants de manière séparée comment est-ce que vous utilisez les écrans. Et vous voyez, c'est très saillant sur les jeunes enfants de 7 à 10 ans. Sur les smartphones, 27% des parents pensent que leur enfant utilise un smartphone. En fait, ils sont 52%. Et sur l'ordinateur, c'est pareil. On est à 29% et 49%, donc quasiment le double. Donc il y a une mauvaise estimation des parents du temps qui est passé sur les écrans. C'est une utilisation qui tend à se centrer très rapidement sur le smartphone, et ça s'accélère de plus en plus. L'âge moyen d'acquisition du smartphone aujourd'hui, c'est 9 ans.
l'âge moyen, c'est 9 ans. C'est-à-dire qu'à 9 ans, c'est l'âge moyen où l'enfant a avec lui un terminal qui lui ouvre tout, c'est-à-dire le jeu, les réseaux sociaux, Internet, etc. Et on voit, c'est assez frappant si vous regardez les 0 à 2 ans, où on est déjà sur 1 heure. Alors ça, c'est un temps quotidien, donc c'est le temps en journée, en semaine, sur les écrans, et ça s'additionne. Donc vous êtes à 1h22 pour les 0-2 ans de télévision, 0,44, donc 3 quarts d'heure de smartphone, et donc vous additionnez ça, et vous avez le résultat à entre 0 et 2 ans de plusieurs heures sur les écrans par jour déjà, et vous voyez l'explosion de l'utilisation du smartphone chez les ados. Avec cette problématique du smartphone, c'est qu'une fois que vous avez greffé un smartphone sur le bras de votre ado, vous pouvez toujours vous brosser, excusez-moi du terme, mais pour lui enlever. Donc on verra l'importance de la prévention là-dedans. Et encore une fois, même en termes de temps d'écran, les parents sont très peu au fait de ce qui se passe. Vous voyez, sur les 7-10 ans, le smartphone, pour les parents, c'est 37 minutes par jour. Et quand on demande aux enfants vraiment combien de temps ils passent dessus, c'est 1h36. Pour l'ordinateur, c'est pareil, c'est le double. Et pour la console de jeu, c'est 50% de plus. Les réseaux sociaux font une percée assez importante dans l'utilisation. Nous, il y a 10 ans, on voyait surtout des addictions aux jeux vidéo. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est cette espèce de mélange de tous les écrans, et on voit aussi des enfants qui sont collés sur les réseaux sociaux. Alors, j'en profite pour dire, il y a un biais, je suis un clinicien. Donc c'est un tableau un peu apocalyptique, mais parce que je vois des gens qui vont mal. Ça ne veut pas dire que toute la société est en catastrophe, mais c'est l'avis d'un clinicien que je partage. L'utilisation des réseaux sociaux donc, a tendance à se généraliser. On voit que chez les 15-18 ans, ils sont déjà 90% à avoir Instagram, et puis TikTok explose chez les jeunes avec un vrai problème. L'algorithme de cette application, on pourra en reparler, mais est assez particulier et a tendance vraiment à privilégier le temps attentionnel au détriment de la qualité des contenus. Et 63% des moins de 13 ans ont déjà un compte sur un réseau social. Et un compte sur un réseau social, c'est l'ouverture à l'exposition à des contenus qui peuvent être violents, et puis au harcèlement et à d'autres problématiques. Et puis la communication, c'est pas que à travers les réseaux sociaux, c'est à travers les jeux, à travers des applications comme Discord qui permettent de parler pendant qu'on est dans le jeu. Donc on voit que le jeune est hyper connecté tout le temps. Et finalement, Fortnite, c'est aussi un réseau social. Et d'ailleurs, quand on parle à nos jeunes, ils disent « mais si je joue pas, je peux pas être en communication avec mes amis ». Un petit détour par les jeux vidéo. Alors là, vous voyez le pourcentage de joueurs par classe d'âge. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est générationnel, qui correspond un peu à notre Goldorak quand on était jeune devant la télé. Quand vous avez 100% d'une classe d'âge qui joue, si le gamin ne joue pas, il se retrouve complètement ostracisé dans la cour de récré. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'en fait, tout le monde joue. Et d'ailleurs, ceux qui achètent le plus de jeux sont les adultes. Dans les sociétés développées, vous savez que la masse des adultes de notre génération, la génération X, est plus importante que les jeunes. Donc en termes de poids d'achat, ce sont les joueurs adultes qui consomment le plus. Mais chez les jeunes, c'est une consommation qui fait vraiment partie de leur quotidien. Et c'est un poids, on avait parlé je vous ai entendu parler de la musique, et on peut parler du cinéma, qui sont des activités culturelles qu'on connaît. Si vous prenez le poids économique de la musique et du cinéma, que vous l'additionnez et que vous multipliez par 2, vous arrivez au poids de l'industrie des jeux vidéo. Donc on voit ce poids énorme des jeux vidéo, 179 milliards, et c'est déjà la moitié sur le téléphone portable. Alors on peut parler de Fortnite, 350 millions de comptes, de Minecraft, et pour les parents, j'ai quand même mis Candy Crush, parce qu'on reproche souvent aux enfants d'être sur les écrans, mais les parents aussi. Et ça nous donne 2,7 milliards de joueurs dans le monde. Et demain, cette idée qu'ont les tenants de la Silicon Valley de fusionner l'univers du jeu vidéo, l'univers des réseaux sociaux, pour avoir un univers persistant, virtuel, qui serait une espèce de porte d'entrée sur toutes les applications qu'on peut avoir à travers les écrans, qui est assez inquiétant, je vous l'avoue, pour un clinicien, ou même pour un citoyen d'ailleurs. Et il y a une question qu'on se pose aussi, qui est cette relation de plus en plus poreuse entre les jeux vidéo donc, et les jeux de hasard et d'argent, excusez-moi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le modèle dominant, c'est ce qu'on appelle le modèle free-to-play ou pay-to-win. C'est-à-dire ce sont des jeux qui sont téléchargés gratuitement par les ados, donc facile, gratuit, pas besoin de demander à maman de le télécharger, etc. Et après,
le paiement et le modèle économique se fait sur payer pour avoir un personnage plus compétent, payer pour avoir ce qu'on appelle des skins, c'est-à-dire un personnage plus joli. Et puis un phénomène qui est depuis quelques années attaqué de manière légale dans les pays anglo-saxons, qui sont les loot box. Alors c'est un peu le principe de la machine à sous, c'est-à-dire que vous achetez quelque chose en monnaie virtuelle qui finalement est de la monnaie réelle, un coffre, et puis il va y avoir un phénomène aléatoire qui va vous donner une gratification, un sabre super machin, un bouclier, etc. Et ça, c'est vraiment le mécanisme des jeux d'hasard et d'argent. C'est-à-dire vous mettez quelque chose, vous attendez, vous avez l'attente, et puis vous avez la gratification aléatoire, et pour rendre quelqu'un addict, c'est ce qui marche le mieux dans les jeux d'hasard et d'argent. Alors, pour reprendre un peu tous les mécanismes addictifs, pour expliquer, bon, ils sont un peu dans le désordre, mais je pense qu'ils sont tous intéressants, pour savoir pourquoi on est collé, pourquoi nos enfants sont collés aux écrans, et nous aussi d'ailleurs. Il y a d'abord la gratification immédiate. C'est clair que jouer, ça fait plaisir, c'est intéressant, et sinon on ne le ferait pas d'ailleurs. Et puis quand on est en difficulté et qu'on est bon dans son jeu, on rentre de l'école, c'est difficile, et on se fait plaisir, et ça c'est un premier mécanisme qui fait qu'on a envie d'y retourner. Il y a le mécanisme de partage avec les pairs, qui est quelque chose qui est vraiment lié à l'adolescence, hein, ce mécanisme de groupe où on peut partager ensemble. Il y a le mécanisme de comparaison sociale, qui est aussi un mécanisme très fort à l'adolescence, et qui peut donner d'ailleurs des problématiques assez importantes, alors majoritairement chez les jeunes filles et dans le cadre des troubles du comportement alimentaire avec Instagram, où moi j'ai des patientes qui me disent je vais mieux depuis que j'ai arrêté Instagram, et depuis que j'arrête de me comparer aux influenceuses photoshopées qui disent que regardez comment mes cuisses se touchent pas, etc. Bon, ça c'est quelque chose dont les médias ont beaucoup parlé, mais qui existe, hein, et qui est vraiment important au moment où se construit l'identité et où se construit le rapport au corps des adolescentes, principalement, mais aussi des adolescents. Et puis il y a plein de mécanismes qui sont utilisés de manière assez, je ne vais pas dire pervers, mais en tout cas très intelligent par ceux qui développent les applications, comme le mécanisme d'aversion à la perte, qui est quelque chose qui est en nous, hein, on n'a pas envie de perdre. Vous savez que l'application Snapchat, par exemple, avait développé une petite flamme, et tant que vous êtes sur l'application, la petite flamme grandit, vous restez 365 jours sur l'application, puis dès que vous arrêtez d'utiliser pendant un jour, vous retournez à zéro. Et c'est pareil avec des niveaux de jeu. Donc il y a cette idée de continuer à garder quelque chose, donc l'aversion à la perte. Il y a cet atavisme neurologique qu'on a tous en tant qu'être humain, de recherche de nouveautés, puisqu'on a quand même développé notre cerveau dans un environnement assez pauvre, et on a ce besoin de nouveautés et de recherche de nouveautés. Et c'est là que joue très bien le mécanisme vous savez, je parlais ce matin de l'invention du scroll infini. La personne qui a inventé ça se rend compte maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont développé des outils numériques qui se rendent compte maintenant des dégâts que ça cause. Le scroll infini, c'est-à-dire que quand vous continuez à scroller, vous continuez à avoir de l'information et vous continuez à vous gaver, ce que les Américains appellent information glut, c'est-à-dire que vous avez de l'information, et vous continuez à en prendre. C'est un peu la même chose avec Netflix, vous avez l'autoplay, c'est-à-dire que vous êtes devant Netflix et hop, ça vous rajoute un autre truc et hop, ça continue. Donc il y a vraiment des choses qui sont faites pour qu'on reste accroché. Il y a ce qu'on appelle le fear of missing out, le FOMO, c'est-à-dire que les ados, si 80% de la classe est sur un réseau social, il faut qu'ils y soient, sinon ils n'auront pas les informations. Il y a ce mécanisme qui est assez connu, qui est ce renforcement positif ça c'est un mécanisme dont je pourrais parler, mais quand vous avez une idée et que vous allez sur les réseaux sociaux, en général, elle est renforcée. Le confirmation bias, c'est notre tendance à aller chercher l'information qui corrobore l'information qu'on pense déjà. Et ça, c'est renforcé encore par les réseaux sociaux, par les algorithmes. C'est-à-dire que quand un jeune, par exemple, a une idée sur, je ne sais pas, sa dysmorphophobie ou sur une orientation politique, ou même nous d'ailleurs, quand on va sur les réseaux sociaux, rapidement, l'algorithme va apprendre ce qui nous fait réagir, pas ce qui est intéressant pour nous, mais ce qui nous fait réagir, ce qui nous fait rester sur le réseau social, et va nous abreuver et va continuer à nous garder dans ce que les Américains appellent le rabbit hole, c'est-à-dire ce trou dans lequel on continue à tourner en rond et on est gratifié par une information qui corrobore ce qu'on pensait déjà. Il y a très clairement chez certains ados c'est une fonction d'anesthésie affective. Quand on va mal et qu'on est devant un écran, on arrête de penser et on va mieux, c'est vrai. Les ados qui sont déprimés, les ados qui ont des troubles anxieux, 6 minutes, utilisent les écrans comme un outil. Et puis cette revenge based time procrastination, c'est ce dont on parle un peu, c'est
quand on a une journée un peu difficile, même les adultes font ça, eh ben on se met devant les écrans pour avoir paradoxalement un temps à nous, mais qui est un temps à l'écran. Voilà. Et il y a des conséquences qui sont multiples, qu'on voit nous en consultation, les désinvestissements scolaires, le repli, un impact majeur sur le sommeil, jusqu'à des inversions de cycle, des accès de plus en plus jeunes au contenu pornographique, au contenu violent, avec des vrais syndromes de stress post-traumatique, un accès à des contenus politiquement et sociologiquement extrêmes, avec des jeunes ados où les parents effarés vous disent « mon enfant est en train de virer complètement dans des extrêmes sur ses chaînes YouTube ». L'augmentation du harcèlement en ligne, avec quelque chose qui est majeur, c'est que nous, on vient normalement, notre relation à l'autre, elle est codée par des signes sociaux, et quand on agresse quelqu'un, on a un feedback social, on a des neurones miroirs, et on voit bien qu'on l'agresse, et en général, l'agression cesse au bout d'un moment. En ligne, il n'y a pas ça. Donc, en ligne, la violence du harcèlement en ligne est démultipliée par rapport à ce qui peut se passer dans les cours de récré, allant jusqu'à des drames comme des suicides qu'on voit assez souvent aux nouvelles. Et puis, il y a l'impact financier des enfants qui volent la carte bleue de leurs parents pour s'acheter des jeux, en vous rappelant que le business model de ces jeux, c'est justement de faire payer une fois que vous êtes accro au jeu. Quelques chiffres rapidement. Donc 4 jeunes sur 10 ont été exposés à des contenus choquants sur Internet. 78% déclarent croire à au moins une théorie du complot. C'est assez hallucinant, les chiffres de cette étude. 52% déclarent utiliser leur vrai nom sur les réseaux sociaux. Ça, je voudrais juste en dire un mot. On pense que la génération des digital natifs connaissent mieux les écrans que nous, et parfois on leur fait confiance. Or, c'est faux. Ils ne savent pas mieux s'en servir que nous, et parfois moins bien. Donc il faut les accompagner. Mettre son vrai nom sur les réseaux sociaux, c'est s'exposer à du harcèlement et s'exposer à des informations qui vont rester pour le reste de votre vie sur les réseaux, parce qu'une fois que quelque chose est sur Internet, il y reste. Et 25% des 7-10 ans exposés à la pornographie et 8 exposés au cyberharcèlement. J'essaie d'accélérer un petit peu, mais on voit aussi que souvent les parents ne sont pas complètement au fait de ce qui se passe chez leurs enfants. Donc en résumé, mais je suis même en avance. En résumé, l'important, je pense que c'est vraiment la prévention. Ce que Serge Tisseron avait posé comme balise pour essayer de montrer un peu des marquages qui peuvent nous aider. Il n'y a pas besoin d'écran avant 3 ans. Alors après, je ne vais pas culpabiliser les parents. Moi aussi, je suis parent et ma fille de 3 ans a déjà vu des écrans. Mais c'est l'idée d'avoir que les écrans ne servent à rien avant 3 ans. Qu'avant 6 ans, c'est bien de ne pas avoir de console. Avant 9 ans, de les protéger de l'Internet, qui est quand même quelque chose de très ouvert. Et c'est très difficile de protéger ses enfants de ce qu'ils peuvent voir. Quelque chose qu'on dit souvent, c'est de partager les enfants avec les écrans, de ne pas les laisser seuls devant les écrans. Ce n'est pas du tout la même chose de regarder un film avec votre enfant et de le commenter que de le laisser seul devant une tablette. Ce n'est pas la même chose au plan éducatif, ce n'est pas la même chose au plan de l'apprentissage du langage, et ce n'est pas la même chose au plan du contenu violent auquel il peut être confronté. Et puis, pas de réseaux sociaux avant 12 ans. L'importance de la prise en charge familiale, pour nous, elle est centrale, et je pense pour les pouvoirs publics aussi. L'enfant lui-même ne peut pas s'autoréguler, et j'ai envie de dire ni l'ado. C'est le parent qui est garant du filtre entre ce déferlement d'informations et d'ouverture et la construction de l'adolescent. Donc c'est notre rôle en tant que société, et c'est peut-être en fait, le seul message que j'ai à passer, c'est qu'on se retrouve devant un changement vraiment majeur de la quantité d'informations et de la quantité de stimulation auxquelles sont soumis nos enfants, et c'est nous qui allons le filtrer, parce que c'est notre rôle en tant que société et en tant que parents de les protéger d'une certaine manière. Et puis, il y a des règles de base qui ont été très habilement éditées. Enfin, ma collègue Sabine Duflo, qui est psychologue, a fait un truc que moi j'ai affiché dans mon bureau et qui est très simple, ça s'appelle les 4 pas. Pas le matin, pas durant les repas, pas dans la chambre et pas avant de s'endormir. Alors ça semble évident, mais ça ne l'est pas toujours. Moi je vois en consultation des familles où on ne mange pas ensemble, où les enfants dès le lever sont sur les écrans, où l'écran est dans la chambre de l'enfant. Une fois que vous avez mis un écran dans la chambre de votre enfant, c'est plié. Donc voilà, donc ça c'est un message. Voilà, c'est vraiment le message, c'est l'accompagnement, pas à la compréhension, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'inné. Les écrans nous plaisent, c'est un plaisir. On parlait avant la réunion moi je fais un peu la mise en relation avec le McDonald's ou le Nutella, quoi. C'est bien, c'est bon, c'est sympa, mais c'est pas tous les jours. Les écrans, c'est à peu près pareil.
Et puis ne pas hésiter à se servir des logiciels de contrôle qui existent et qui permettent d'être moins dans la confrontation avec l'enfant. Et sur ce, 19 minutes et 34 secondes. Pof. Voilà, merci beaucoup pour cette petite introduction. Merci beaucoup Benjamin Pitra pour cet exposé sur le numérique et ses conséquences.